Alors évidemment, je remercie aussi le professeur Nestler et le précédent d'avoir déjà préparé le terrain pour la définition du sevrage, parce que le sevrage, finalement, on peut se poser des questions, ce qui ajoute un flou à donner des réponses. Donc moi, je suis sûre que je vais vous décevoir pour une fois, mais tant pis, parce que vous allez voir que c'est pas si simple. Voilà mes conflits d'intérêts. Alors c'est une question qui est pertinente, bien sûr, et sur ce thème-là, ça fait depuis maintenant quelques années qu'on s'est intéressé plutôt à quand commencer. Donc bon, on commence par le début, puis maintenant on vient vers quand on va arrêter, comment on va faire, etc. Donc il faut que vous sachiez pourquoi je vais vous décevoir, parce qu'il y a peu d'études finalement, que la majorité sont observationnelles et rétrospectives ou éventuellement prospectives. Bon, il faut bien commencer par quelque chose. Je vais vous défiler quelques études et je vais vous montrer qu'il y a des biais méthodologiques importants. Et puis, les critères ne sont pas simples, c'est ce que vous avez dit. D'abord parce qu'il y a les délais, parce que qu'est-ce que ça veut dire le sevrage en combien de temps? Et puis, ce qui a été principalement étudié, vous allez le voir, c'est les marqueurs biologiques classiques, hein, l'urée, la créate, la diurèse surtout. Les biomarqueurs, c'est quand même encore très, très, très décevant. Donc, je ne ferai pas défiler toutes les études parce qu'elles sont d'abord sur peu de patients. Et donc, il n'y a pas d'études qui soient randomisées. Et évidemment, de toute façon, c'est la médecine. Vous n'allez pas repartir avec la réponse clé en main. Il faudra réfléchir pour chacun de vos malades et c'est la médecine personnalisée. Alors, en disant tout ça, c'est pertinent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que la récupération rénale va se faire, si elle va se faire. Elle est, comme vous le voyez ici, imprévisible parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Je vous rappelle que l'insuffisance rénale aiguë, c'est un syndrome. Et donc, il va falloir tenir compte des comorbidités du patient, de la gravité du patient, et puis, bien entendu, de la fonction rénale par elle-même. Mais vous voyez qu'intervient, bien sûr, la diurèse. Donc, on parlera de la surcharge hydrosodée, donc de l'influence de tout ça, des troubles métaboliques, de la fonction d'élimination des déchets, etc. Alors, pour commencer, étude toujours observationnelle, il y a, c'est ce qui a été fait en premier, de regarder, ce qui a été fait de façon clinique, la diurèse avant l'arrêt de l'épuration extra-rénale. Donc, vous voyez que c'est une analyse post-hoc. Ils ont défini le sevrage comme réussi sur le fait qu'il n'y ait pas d'épuration extra-rénale pendant 7 jours. Mais vous verrez qu'il y a d'autres études, c'est 48 heures, des fois c'est 30 jours. Enfin bon, bref. Alors, on ne va pas regarder en détail, vous allez me faire confiance pour tous ces tableaux, mais vous aurez les références au moins. Et vous voyez qu'entre succès et échec du sevrage, eh bien, vous voyez qu'un des éléments les plus importants pour arrêter l'épuration extra-rénale, c'est le fait d'avoir une diurèse qui reprend. Et donc, en analyse multivariée, ils ont montré que l'augmentation de la diurèse de 100 ml par jour, avec un autre ratio qui est en faveur d'un sevrage. Alors déjà un point, ici c'est 100 ml par jour, mais vous allez voir qu'on a tous les chiffres. Ça part de 100 jusqu'à 2000. Donc c'est quand même très 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 difficile de se faire une idée. Et puis la baisse de la créate, ça paraît aussi assez logique avec un autre ratio qui est aussi présent. Quand on regarde les courbes ROC, je vais vous en montrer plusieurs parce que maintenant c'est la nouvelle façon de montrer que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc vous savez qu'ici c'est la pièce pile ou face, et puis donc plus on s'approche de là, et plus c'est un facteur prédictif qui est important. Donc ici c'est une reprise, c'est une diurèse. Vous voyez spontanée, c'est très important. On reparlera des diurétiques enfin, et vous voyez que le meilleur seuil pour cette étude, c'est 436 ml par jour, 24 heures avant ou au moment de l'arrêt de l'épuration extra-rénale. Puis il y en a d'autres qui sont intéressés à la diurèse après avoir arrêté. Donc il y a avant, quand ça fonctionne encore, au moment où on arrête, et puis après, dans les heures qui suivent. Vous voyez que là, le sevrage, c'était 30 jours sans épuration extra-rénale. Et vous voyez que la proportion donc, de patients pour lesquels on a pu arrêter, il y a une différence en fonction de la diurèse. Donc ici, si la diurèse reprend supérieure à 100 ml par 8 heures, on a plus de chances d'être sevré sur 30 jours que si on est inférieur. Mais pourquoi je vous ai montré cette étude, c'est parce que c'est enfin quelque chose qui commence à regarder d'autres choses que la diurèse, d'autres paramètres. Donc c'est très important. Vous voyez qu'il y a le score SOFA, très important, la gravité du patient. Vous avez bien sûr l'oligurie, donc la durée de l'épuration, pilage. Et ils ont fait une analyse multivariée et ils montrent que tous ces facteurs sont
enfin, permettent, si on les associe, d'affiner la valeur prédictive sans rentrer dans les détails. Donc, ils ont considéré tous ces paramètres et ils ont fait un score, si vous voulez, dans lequel ils montrent que, alors, c'est pas extraordinaire quand même, non plus, faut pas non plus rêver, mais bon, c'est un peu mieux que ce que je vous ai montré si on fait diurèse seul. Donc, premier message pour moi, certes, la diurèse, et ça va rester un des points forts, mais associé à autre chose. Donc ça, c'est encore le bon sens. Vous n'allez pas dire, je suis sorti de la séance, mon malade, il a pissé 100 millilitres, je sais, ça va être de bons pronostics. Alors, je vous ai passé toutes les études, parce qu'autant aller à la méta-analyse, qui fait pas mal le point des choses d'ailleurs. Vous voyez qu'elle est de 2020, mais je vais vous montrer des papiers postérieurs à ça. Donc, qui insiste sur le fait que ce sont des études qui sont observationnelles, sans validation externe, et qui ont regardé les marqueurs biologiques classiques, diurèse, urée, créate, etc., les biomarqueurs rénaux, je ne veux pas rentrer dans les détails, et puis évaluation avant ou après, on va voir. Donc, quand on considère les critères biochimiques classiques conventionnels, vous voyez, ils ont regardé tout ça. La créate, la clairance sur 2 heures, la clairance résiduelle, la cinétique du débit de filtration glomérulaire, la créatine urinaire des 24 heures, etc., etc. Et je ne vous montre pas le détail des tableaux parce que ça ne sert à rien. Je vous ai résumé ça. Vous voyez que les courbes ROC, c'est entre 0,48 à 0,96. Donc, c'est quand même pas facile à interpréter. Sensibilité, vous la voyez, la spécificité, c'est quand même pas top. Quand on regarde les différents biomarqueurs rénaux, donc les plus étudiés ont été la cystatine C, le débit de filtration associé au débit de filtration glomérulaire estimé, le pro-BNP, le NGAL, etc., etc. Vous voyez que les courbes ROC, c'est quand même pas mieux que les critères classiques, et pourtant ça coûte cher et on ne peut pas quand même en faire à tire-larigot. Et vous voyez que c'est pareil pour la sensibilité, la spécificité. Alors ce qui m'a intéressé moi dans cette étude, c'est que finalement, quand on regarde, quoi qu'il en soit, tout ce que je vous ai montré qui a été étudié, le critère qui est le plus étudié, qui est le plus robuste, c'est encore le plus simple finalement, mais des fois c'est bien en médecine d'avoir des choses simples, c'est la diurèse, dans les heures qui précèdent l'arrêt ou au moment de l'arrêt ou après l'arrêt de l'épuration extra-rénale, donc avec différents modèles. Et vous voyez que c'est ce qui donne, même si ce n'est pas terrible, la meilleure sensibilité et la meilleure spécificité. Mais ils disent quand même que ce n'est pas facile parce que les cibles sont extrêmement hétérogènes. On peut se dire la diurèse, c'est la meilleure chose, mais finalement, quel est le seuil qu'il faut prendre? On ne sait pas répondre. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai un tableau. Donc, je vous ai dit, ça va de 191, le seuil, à 1720 millilitres par jour. Donc, on ne sait pas quelle est la valeur seuil recommandée. Donc, il va falloir un peu vous débrouiller, plutôt regarder les tendances sur 8 heures. Le moment d'évaluation qui est variable, donc c'est juste avant, les 24 heures avant l'arrêt. Après l'arrêt, combien d'heures après l'arrêt? 8 heures, 24 heures, je ne sais pas. Et la définition du sevrage, le professeur Nestler l'a bien dit, 3 jours, 24 heures, je ne parlerai même pas de la mortalité après, je me suis cantonnée vraiment au sevrage par lui-même. Donc ici, une étude de 2020, vous le voyez, pour vous montrer au moins une étude pour laquelle il y a eu un travail sur des marqueurs, des biomarqueurs rénaux, c'est le NGAL urinaire. Et donc, ce qui est intéressant dans cette étude, donc c'est de l'observationnel bien sûr, donc le sevrage était considéré comme étant effectif après 3 jours. Et ce qui m'a intéressé là-dessus, encore une fois, c'est qu'ils ont comparé la valeur prédictive, on va dire, sensibilité, spécificité, entre, si on regarde le NGAL urinaire versus la diurèse. Donc là, le seuil, c'est 210 millilitres sur des données qu'ils ont dans cette étude, versus l'association des deux. Et encore une fois, le fait d'associer deux choses améliore la valeur prédictive, donc il ne faut pas se cantonner à un seul paramètre. Bon là, il se trouve que c'est le NGAL urinaire, mais en fait, il vaut mieux essayer d'associer un raisonnement avec plusieurs éléments, et je finirai par un algorithme. Alors, n'ayez pas peur. Bon, ça, c'est une étude de 2021. Donc, ils ont regardé avant, au moment entre le début de l'initiation et le moment où il y a le sevrage, ou après. Et bon, dans cette étude, il y avait 20% de succès d'arrêt d'épuration extra-rénale au bout de 72 heures. Et ils ont regardé les différents facteurs prédictifs à l'initiation ou avant, un peu avant l'arrêt. Donc, il y a le délai
plus long de mise en route, le score SOFA élevé, les vasopresseurs et la balance hydrique sont des facteurs qui sont à considérer, et c'est surtout, on retrouve comme facteur prédictif de sevrage les diurèses qui sont plus élevés, d'accord, indépendamment de l'utilisation de diurétiques ou pas. De l'initiation à l'arrêt, la balance hydrique. Alors la balance hydrique, c'est très important, vous le savez, et donc si vous avez, et ça modifie probablement aussi les résultats des différentes études, parce que très clairement, juste l'urée, la créatinate, la diurèse, on sait qu'au moment de sevrer le malade, maintenant on le sait très bien, si vous avez une balance positive, c'est peut-être pas le bon moment pour sevrer votre malade de l'épuration. Et puis à l'arrêt, toujours le SOFA score, les vasopresseurs, etc. Donc la gravité du patient, les autres défaillances, etc., sont quelque chose qui vont participer. Il y a un message, ne vous précipitez pas dans le sevrage de l'épuration extra-rénale si votre malade est plein d'œdème, s'il est encore bourré de catécholamine, s'il a encore un sepsis qui court, s'il y a une ventilation artificielle qui est importante, etc., etc. Et donc, dans cette étude, ils ont fait, là encore une fois, un modèle de prédiction finale en prenant en compte tous ces éléments. Je viens de vous les citer, je ne vais pas vous les détailler. Vous voyez que malgré ça, quand même, la courbe ROC, elle n'est quand même pas terrible. Alors cette étude, là aussi, qui est récente, c'est pareil. Ils ont essayé de regarder, là encore, sur un succès sur un sevrage de plus de 7 jours. Donc on change encore le critère, donc c'est encore pas la même chose. Mais encore une fois, là, ils ont pris 4 paramètres, 4 variables qui sont sortis en analyse univariée. Et ils ont regardé donc la diurèse des 24 heures qui ont précédé l'arrêt, la pression artérielle moyenne. Donc vous voyez un marqueur de l'état clinique. C'est important, l'état clinique. On vous l'a dit pour le sevrage de l'ECMO, mais c'est pareil pour le rein, exactement la même chose. L'élimination de l'urée, et puis même dans ce cas précis, la kaliémie. Et vous voyez qu'ils ont mis en place un score et ils ont fait une courbe ROC avec un cut-off pour un succès avec un score qui était à 5. Mais encore une fois, je ne trouve pas quand même que ce soit extraordinaire. On peut se tromper quand même assez facilement. Bon, en fait, c'est quand même pas très très grave, parce qu'on peut la remettre en route. Donc, il y a des moments où il faut faire des paris dans la vie. Donc, on ne va pas tuer le malade parce qu'on s'arrête quelques heures. Et puis enfin, cette étude qui est très récente, vous voyez, 2022, où là, c'est du prospectif observationnel aussi, mais ils ont regardé les paramètres prédictifs de mortalité à J à 3 mois ou de remise en épuration extra-rénale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont partagé donc leur population en 3 clusters en considérant certes l'élimination, enfin la fonction rénale, si vous voulez, évaluée par le débit de filtration glomérulaire estimé avant l'épuration, ça aurait pu être la diurèse, mais bon, c'est le débit de filtration glomérulaire. Le marqueur biologique associé, donc le ratio NGAL urinaire sur créate, mais aussi le score SOFA avant l'initiation et à l'arrêt de l'épuration extra-rénale. Et en fait, c'est un peu surprenant. Évidemment, quand tout est... Alors ici, vous voyez ce qui est représenté donc, dans le temps. C'est la probabilité de mortalité à 90 jours ou de remise sous dialyse. Et donc, vous voyez que lorsque les patients ont un SOFA et un débit de filtration glomérulaire estimé qui est bas, finalement, la probabilité de remise en dialyse, évidemment, est importante parce que le débit de filtration glomérulaire est bas et que le score SOFA, est aussi très bas. D'accord ? Donc là, c'est des malades qui sont moyennement graves, mais qui ont quand même une atteinte rénale qui est très importante. Puis quand on regarde là, la courbe rouge, vous voyez que c'est le score SOFA avec les débits de filtration glomérulaire estimés qui sont les plus hauts. Et donc là, vous voyez qu'on décroît. Et puis ce qui est marrant, c'est que là, vous avez des choses qui sont intermédiaires, c'est-à-dire un SOFA score avec un débit de filtration glomérulaire qui est intermédiaire, mais un marqueur biologique, enfin le ratio de marqueurs biologiques urinaires et sanguins qui sont hauts. Donc on pourrait se dire, là, ce qui l'emporte finalement, c'est quand même la gravité du patient et la fonction glomérulaire toute simple. Donc ils disent, il faut regarder le patient et considérer les différents paramètres
Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir voir, ou en tout cas améliorer, tenir compte de la gravité du patient pour prédire de la récupération de la fonction rénale. Et voilà. Alors, dernier point que je voudrais aborder avant d'aller à mes conclusions et vous donner peut-être quelques éléments de conduite, une espèce d'algorithme, ce n'est pas le mien, c'est l'utilisation des diurétiques. Alors là, il y a toujours les pour et les contre, d'accord? Et donc, les données, elles sont pour et contre. Donc, ça n'arrange pas nos affaires. Je vous reprends le premier travail que je vous ai montré et je vous avais caché cette courbe. Vous voyez que là, dans cette étude, les diurétiques, finalement, ne servent pas à grand-chose. C'est même pire parce qu'il dit qu'il faut y avoir une diurèse qui est beaucoup plus importante et que ça risque de masquer les choses. Et que finalement, c'est plus la diurèse spontanée que d'avoir une diurèse forcée pour avoir un meilleur facteur prédictif pour le sevrage. Alors, les études contradictoires, ici, c'est une étude de 2018. Ils ont pris trois groupes, arrêt d'épuration supérieur ou égal à 3 jours, ceux qui sont mis sous hémodialyse et ceux pour lesquels il y a une reprise de l'épuration extra-rénale. Et puis, administration de diurétiques, alors ce n'est pas du randomisé, hein, administration de diurétiques sous quelque forme que ce soit orale ou IV, ou en continu ou en bolus, avec une cible, donc ça c'est important quand même quand on fait des diurétiques, hein, une cible de diurèse horaire à obtenir qui était supérieure à 0,5 ml par kilo par heure après l'arrêt de l'épuration. Et donc vous regardez ici, vous avez donc la diurèse et vous voyez donc ici les 3 groupes dans le temps. Avec donc les patients pour lesquels il y a une diurèse spontanée qui monte de façon importante, ce sont ceux finalement qui n'auront pas de repris, qui ont un sevrage qui est effectif, et puis les autres, vous voyez, pour lesquels le sevrage n'est pas effectif. Et puis, il y a une petite différence entre les patients qui ont eu une diurèse spontanée et les patients qui ont eu une diurèse avec les diurétiques. Ce n'est pas très flagrant sur la figure, mais le résultat quand même de ce qu'ils disent, c'est que pour le sevrage de l'épuration pour les patients avec une diurèse horaire élevée spontanée ou avec diurétique, c'est un bon marqueur, les deux, mais que quand on fait des diurétiques et qu'on obtient une élévation de la diurèse plutôt prolongée avec les diurétiques, ce serait mieux. Moi, ça ne m'apparaît pas de façon aussi flagrante. Et donc, quand ils regardent ici, vous voyez qu'ils ont fait une analyse multivariée, donc ils disent que les diurétiques, c'est bien, c'est mieux que de laisser, que de regarder la diurèse spontanée, surtout si elle est basse, et que probablement l'explication, c'est parce que ça permet probablement de réduire la surcharge hydrosodée, sauf que j'ai cherché partout s'ils avaient évalué la balance hydrosodée, je ne l'ai pas trouvée, donc ce n'est qu'une hypothèse, même si elle a un sens. Donc, dans cette étude encore rétrospective sur les diurétiques, juste pour vous dire qu'encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils disent que les diurétiques plus la diurèse horaire à J0 et la cinétique, alors on associe quand même la cinétique du débit de filtration glomérulaire à J1, donc on mélange J0, J1, il faut prendre un petit peu de temps. Après arrêt de l'épuration, renforce la prédiction de réussite de sevrage, donc eux sont plutôt favorables à l'utilisation des diurétiques. Alors, la méta-analyse dont je vous ai parlé tout à l'heure, voyez ici le tableau en détail avec ce que je vous avais dit, 191 jusqu'à 2330. Là, c'est mélangé avec ou sans diurétique, donc on ne sait pas trop. Les résultats sont très contradictoires. Et dans cette étude, première étude de 21, qui finalement met pas mal en doute l'intérêt des diurétiques. Attention, si vous avez un malade qui a un œdème pulmonaire ou qui a une surcharge hydrosodée, vous êtes en droit de faire des diurétiques. Mais faire les diurétiques pour dire je vois si le rein pisse plus et ça va me permettre de dire je peux sevrer mon malade, ça ne marche pas parce qu'ici, en multivarié, ils ne sont pas prédictifs. Donc je passe là-dessus et je vais finir sur enfin une étude que j'ai trouvée qui avait été arrêtée, plus personne n'a refait ça, qui est une étude randomisée en double aveugle qui est monocentrique. Vous voyez, bon, je passe sur les patients. Ils ont fait du furosémide IV en continu après l'arrêt de l'épuration extra-rénale. L'objectif, c'était encore la diurèse horaire supérieure à 0,5 ml par kilo par heure, mais associée à la prévention de l'hypovolémie, parce que, attention aux diurétiques. Donc, l'endpoint, c'était la récupération rénale,
clairance de créate, etc. Et la reprise d'épuration extra-rénale, les critères de reprise d'épuration extra-rénale étaient prédéfinis, donc les mêmes pour tous les malades. Je vous ai passé ce détail méthodologique. Et bien, vous voyez, il n'y a pas de différence. Et donc, c'est une étude qui est négative parce qu'il n'y a pas de différence de nombre ni de délai de reprise de la fonction rénale entre le placebo et le furosémide, malgré le fait que les diurétiques soient diurétiques. Donc, on reste sur notre fin. Moi, je ne suis pas très favorable à faire systématiquement des diurétiques. Alors, il y a des contextes, il faut les faire. Encore une fois, quand vous avez une surcharge hydrosodée, peut-être que c'est intéressant. Attention, si vous faites des diurétiques, attention aux effets secondaires, l'hypovolémie, l'hypokaliémie, il faut titrer. Et donc, il faut avoir une stratégie qui ne repose pas que sur le chiffre miracle de la diurèse ou de la créate ou du NGAL. Donc, il faut regarder, il faut se poser la question, hein, comme ça a été dit aussi pour le sevrage respiratoire. Est-ce que mon malade a vraiment besoin de continuer son épuration? Est-ce que déjà, la première chose, ça reste donc quand même un critère fort, la diurèse, sans avoir un seuil? Est-ce qu'il commence au moins à pisser? Est-ce que est-ce que on a besoin d'augmenter parce qu'il a une surcharge? On peut essayer les diurétiques. Voilà, est-ce que le patient est en surcharge? Vous voyez que on doit regarder. Je ne vais pas vous détailler tout ça. On doit regarder tout ça et c'est en fonction de tout ça qu'on va décider. Alors, il y a des recommandations, mais alors, je ne sais pas si vous les avez lues. On peut continuer l'épuration, on peut arrêter l'épuration, par exemple, extra-rénale, quand elle n'est plus nécessaire. Ah ben merci. Voilà, je vous ai donné la réponse, donc vous partez avec le message. Alors parce que le rein marche pas bien, donc bon voilà, donc c'est un peu, voilà, on reste un peu, voilà. Par contre, il suggère, même si c'est de 2012, de ne pas utiliser de diurétiques pour penser qu'on va améliorer la fonction rénale, on le sait, patient épuré ou pas épuré, de toute façon ça c'est vrai. Sauf que quand même, il faut que le rein il soit dans les bonnes conditions. Donc si c'est vrai que s'il y a une congestion veineuse, ça pourra aider. Et puis plus des avis d'experts, où quand même, je vous passe les détails, parce qu'ils disent pareil, ça peut être arrêté si la récupération rénale est suffisante, merci. Et vous voyez que ça repose quand même encore et toujours sur la diurèse et la créate, qui est la fonction première quand même d'éliminer les produits, les métabolites, donc les produits toxiques du rein. Donc ça reste quand même de nos jours ce qui est le plus mis en avant. Et donc, attention à une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est très importante, c'est que tant que votre malade est épuré, si vous regardez la créatininémie, elle est fausse. Et si vous faites une clairance intrinsèque du malade, elle est fausse aussi, parce que vous surestimez la fonction rénale tant que le malade est épuré. Donc, attention, c'est pas tout à fait juste. Mais vous pouvez... Voilà. Donc, il n'y a pas de magic bullet. La diurèse spontanée, à mon sens, c'est quand même le paramètre le plus fort. Ne me demandez pas à combien, 200, 400. Donc, vous regardez. Et puis, on voit très bien quand la créate monte plus, etc., comment le malade se trouve. C'est une décision qui doit être personnalisée. Il n'y a pas de seuil défini. Utilisez quand même le bon sens avec l'état du patient. Et puis, les effets des diurétiques sont très discutés. Il y a une grande hétérogénéité. Il n'y a pas d'études vraiment randomisées. Il y a une variabilité des doses, du délai d'administration. Et donc... c'est pas interdit, mais il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions et c'est sûrement pas à faire de façon systématique. Voilà, je vous remercie.